Bonjour à tous. Alors pour ce 4e épisode sur le thème de l'alimentation carnivore et des troubles du comportement alimentaire, je suis ravie d'accueillir Perrine. Bonjour Perrine. Bonjour Loïse, merci de m'accueillir. Eh bien, c'est un grand plaisir pour moi. Tous mes invités sont des personnes qui sont chères à mon cœur, chacune à leur façon. Mais voilà, je suis toujours ravie d'accueillir tous mes invités. Alors, dans l'épisode précédent, j'accueillais Mélina, qui est suisse et qui a consommé beaucoup de contenu en anglais. Et elle abordait justement les différentes approches de l'alimentation carnivore entre les Américains, les Anglais et plutôt les francophones. Alors, du coup, c'est intéressant que ce soit toi qui sois invité aujourd'hui parce que tu es entre autres professeur d'anglais et je sais que tu as lu, visionné beaucoup de contenu en anglais. Donc, ce sera intéressant d'avoir ton point de vue sur ces différentes approches. Donc, voilà. Comme à chaque fois, avant de commencer, je précise que je remettrai en barre de description les liens vers les différentes interviews auxquelles tu as participé, Perrine, s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas et qui veulent te découvrir sous d'autres aspects que le spectre des troubles du comportement alimentaire. Donc, tu as participé à une interview avec Ulrich Génisson, Raphaël à 2 reprises, ainsi que Sophie Gironi. Donc, je vous remettrai tout ça en barre de description, et ainsi que le lien vers ton compte Instagram et ton groupe Facebook Les Sapiens 7, qui, si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, je vous invite à le faire, car le contenu de Perrine est à la fois glamour, girly, drôle, décalé. Tu as un véritable talent pour la mise en scène et l'écriture, et c'est vraiment pour moi un contenu vraiment unique et inspirant. Donc voilà pour ça. Et ensuite, quand je t'ai contacté pour parler du sujet des troubles du comportement alimentaire et de l'alimentation carnivore, c'était surtout de ta posture de coach que je t'ai interpellée. Donc tu as immédiatement accepté et je t'en remercie. Mais tu as ajouté que tu avais également quelque chose à en dire sur le plan personnel. Donc ce que je te propose, c'est dans un premier temps, justement, d'aborder ce sujet dans une perspective personnelle, puis ensuite de nous présenter ton programme d'accompagnement et peut-être aussi plus particulièrement dans un contexte de troubles du comportement alimentaire. Et dans un troisième temps, je te soumettrai quelques questions des abonnés. Voilà, maintenant, c'est à toi de jouer, Perrine. Merci Loïse. Pour parler donc des troubles du comportement alimentaire de manière personnelle, j'ai jamais eu de diagnostic TCA de type boulimie, hyperphagie, anorexie, etc. Néanmoins, jusqu'à ce que je découvre l'alimentation carnivore, j'ai eu un rapport compliqué à l'alimentation, je pense, comme la plupart des personnes aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. Parce qu'on a un mode de vie et notamment une façon de manger qui est complètement déconnectée de nos besoins physiologiques. Et donc, ça crée tout un tas de dérèglements qui font que notre relation à la nourriture n'est pas du tout apaisée. Et donc, moi, personnellement, puisque en fait, les TCA, en fait, on peut voir ça comme un spectre qui va de l'addiction au sucre, de comportements comme le binge eating et des choses comme ça, à des choses voilà, encore plus compliquées à gérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, anorexie, boulimie, hyperphagie, des choses comme ça, dont certains de tes invités ont pu témoigner, notamment Sophie, voilà, dont le témoignage a été vraiment très, très intéressant. J'ai beaucoup aimé cette interview et je ne connaissais pas son parcours à ce niveau-là et c'était voilà, un partage assez émouvant aussi, j'ai trouvé. Alors moi, les problèmes que j'ai pu avoir sont, je pense, donc comme je te le disais, des problèmes que la plupart des gens ont aujourd'hui, c'est-à-dire que
Je me suis un peu toujours posé la question de qu'est-ce qu'il faut que je mange pour aller bien. Déjà, donc à chaque repas que je me faisais, à partir du moment où j'ai commencé à cuisiner pour moi-même, c'était bon, je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Un être humain, comment est-ce que ça doit manger? Donc déjà, il y avait toujours cette question compliquée de bon, je me fais à manger, mais je ne sais pas si c'est bon pour moi ou pas. On dit que ci est bon, on dit que ça est bon, les végétaux, les fibres, les machins, la viande oui ou pas ou non. Donc déjà, tu vois, rien que ça finalement, même si ça pourrit pas complètement la vie, c'est toujours un peu déstabilisant de se dire je donne quelque chose à mon corps, mais je sais pas ce que ça va faire et je sais pas si c'est bien. Après, il y a le côté alimentation émotionnelle, chercher du réconfort dans la nourriture, notamment dans le sucre. Ça, depuis que je suis petite, c'est quelque chose que j'ai vécu comme la plupart des gens, parce que dans mon éducation, j'ai eu, en fait, je pense, comment dire? Au niveau émotionnel, tendance à vouloir anesthésier certaines émotions dites négatives, hein, la colère, la tristesse, la honte, des choses comme ça. Anesthésier ces émotions-là, qu'on considère comme socialement inacceptables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment les exprimer, hein. Un enfant qui se met en colère, un ado qui se met en colère, ou qui est triste, etc., il faut le cacher, il faut réprimer tout ça. Ça ne se montre pas. On peut montrer qu'on est heureux, mais qu'on est en colère, non, non, calme-toi, nanana. Arrête de pleurer, prends un gâteau. Et donc, une tendance à anesthésier ces émotions difficiles à vivre dans la nourriture. Donc, manger du chocolat, des cookies, etc., de manière excessive, pour juste calmer les émotions et s'apaiser, en fait. Donc ça, depuis petite, finalement, c'est quelque chose que je vis. Alors aujourd'hui, avec l'alimentation carnivore, voilà, les choses ont changé, mais en tout cas, jusqu'à mes 40 ans, c'était quelque chose qui était, pour moi, finalement, une stratégie pour me calmer, tout simplement. Et est-ce que tu penses que c'est parce que justement, tu l'as dit à plusieurs reprises dans des interviews, que tu voulais être la bonne élève, faire bien par rapport aux recommandations, de manger suffisamment de légumes, etc. Est-ce que c'était une forme de contrôle, perte de contrôle, de parfois assouvir ta tristesse, ta colère par de l'alimentation, quelque part une manière de te flageller en faisant ce qui était contre tes principes idéaux d'une diète idéale de ce que tu pensais à l'époque. Ouais, tout à fait. J'étais en fait tout le temps tiraillée, tu vois, avec donc d'un côté ces comportements excessifs qui me soulageaient, qui me faisaient du bien, et puis de l'autre, pour moi, c'était important aussi de faire bien les choses pour mon corps. J'ai toujours été, alors parce que aussi j'étais très, comment dire, influencée par toutes les injonctions, notamment destinées aux femmes, hein, d'être belle, sexy, d'avoir un beau corps, d'être mince, etc. Et donc, je voulais un corps comme ça. Donc, je mangeais aussi pour avoir un corps comme ça. Mais du coup, j'étais constamment tiraillée parce que je voulais être la bonne élève, effectivement, qui fait bien les choses. Donc, quand je me mettais à manger, alors je me posais des questions. Qu'est-ce qu'il faut que je mange? Je mets de la viande ou pas? Des fibres, oui. Des légumes, évidemment. Des fruits, évidemment. Il y avait toujours la question de la viande, est-ce que c'est bien ou pas? Et puis après, féculents, oui, il en faut quand même un petit peu, etc. Bon, allez, on va essayer de pas prendre de dessert. Donc au final, je me faisais beaucoup, beaucoup de salades, tu vois, des salades composées. Mais j'avais faim.
en fait, parce que j'étais pas nourrie. Et donc, ça rendait encore plus difficile d'éviter les fringales, parce que physiologiquement, bah, j'étais en manque de nutriments. Et puis émotionnellement, bah, la vie étant stressante, voilà, les événements de la vie font que, il y a parfois des émotions qui sont difficiles à gérer. Et ben, je me retrouvais, avec besoin de manger, pour combler mes émotions, et donc je me jetais sur le sucre. Voilà, et le Mais, sucre à peu de sucre, ça aide pas. Donc voilà, c'était compliqué. Ouais. d'accord. Mais tu réussissais quand même à maintenir, on va dire, un poids stable, une relation plus ou moins normalisée, en, j'imagine, en contrôlant un peu, en te restreignant parfois Ouais. et en bingeant un peu aussi, quoi. Voilà, C'était un... c'est ça. Après, j'ai fait des régimes quand même, hein, tu vois. J'ai fait. Alors, mes parents, il y a longtemps, avaient fait le régime Montignac. Je sais pas si tu vois Oui, ce que oui, c'est. je connais. J'ai une copine qui l'a fait avec les index glycémiques, etc. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait des choses, je pense qu'il y avait une intuition de Montignac qui était pas mal, hein, avec effectivement le sucre, les féculents qu'il fallait enlever, etc. Par contre, c'était un régime qui était assez riche en protéines et qui était peu gras, donc ça posait problème. Mais en tout cas, mes parents avaient perdu beaucoup de poids, etc. Et donc pour moi, j'avais subi l'influence de ça. Mais bon, ça, j'étais ado, hein, quand ils ont fait ça. Mais du coup, j'avais bien gardé en tête, en fait, qu'il fallait pas manger gras et pas trop de féculents. Voilà. Mais en même temps, c'était assez flou dans ma tête aussi. Mais j'ai eu une phase, du coup, où j'ai pas vraiment fait Montignac, mais en tout cas, je faisais la chasse au gras. Comme beaucoup de nanas font, voilà, le gras ça fait grossir, donc je ne prends pas de gras. Hein, bien sûr, selon les croyances habituelles. Mais donc j'ai fait ça un moment, donc le moins de gras possible et le plus de légumes possible. Après, j'ai fait aussi le régime de la chrononutrition, un moment, qui avait assez bien fonctionné. C'était pas mal quand je me rappelle. Je me rappelle de ça parce que je me faisais au petit déjeuner des œufs. Je me faisais un gros petit déjeuner, parce que l'idée, c'était de commencer avec voilà, des aliments ouais, un repas peu glucidique et riche en viande, enfin des œufs, du fromage, du lard, des trucs comme ça. Donc je mangeais ça au petit-déj, et puis ensuite je mangeais normalement, mais de moins en moins, et je faisais un repas hyper léger avec du poisson et des légumes ou des choses comme ça, ou des légumes à la vapeur. Bon. Et en fait, là, il y avait eu quelque chose d'assez intéressant qui avait bien fonctionné au niveau de mon poids, et bon, que j'ai fini par lâcher parce que c'était pas complètement satisfaisant non plus. Mais tu vois, j'ai été beaucoup en recherche. Et je pense que, enfin je pense, non, c'est pas que je pense, c'est que je sais que jusqu'à mes 40 ans, je pense que j'ai jamais mangé un repas sereinement, tu vois. Oui, dans le lâcher prise et la Voilà. liberté Bon, totale. jamais, j'exagère peut-être, mais dès que je mange quelque chose, que je mangeais quelque chose, il y avait tous ces points d'interrogation. Est-ce que c'est comme ça que je suis censée manger? Et je me disais toujours, mais comment ça se fait que nous, les êtres humains, on ne sache pas comment manger, quoi? Bon, j'avais bien compris cette histoire d'instinct, qu'on a perdu l'instinct, etc. Donc, on est déconnecté de nos, de nos instincts naturels, qui fait qu'on ne sait plus. Mais quand même, on est intelligent, on a un cerveau, on doit quand même pouvoir savoir ce qui est bon pour nous, et cetera. Il y en a qui disent qu'il faut manger beaucoup de végétaux, il y en a qui disent qu'il faut manger de la viande, il y en a qui disent ci, il y en a qui disent ça, on s'y perd. Et donc, à chaque fois, j'avais ces questions-là. Et puis, j'avais aussi toujours la petite voix de: «Ah, tu manges du dessert, hein, tu manges un dessert, c'est pas bien de manger un dessert». Et donc, je culpabilisais dès que je mangeais du sucré, ou du trop gras. Donc les repas, en fait, c'était pas un moment de bien-être où enfin, j'étais tiraillée, tu vois, je me faisais des belles assiettes, donc là, des belles salades, je veux dire. Donc là, je me disais: «Ah oui, je me fais du bien». Mais en même temps, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour moi? Et puis, oh ben bon, la salade c'est bon, etc. Mais du coup, bah, si je me fais une belle salade, je peux quand même me faire un petit dessert. Et puis je prends le dessert, et du coup après, je me flagelle parce que j'ai pris le dessert. Enfin voilà. Donc tu vois, c'était
j'ai pas vécu la boulimie, le fait comme certaines ou certains, ils viennent me faire vomir ou des choses extrêmes. Mais par contre, c'était assez pesant en fait, tu vois. Le C'était une moment du repas préoccupation, était compliqué. c'était une préoccupation au Ouais, quotidien. Mais ouais, alors, voilà. je voulais juste rebondir sur la chrononutrition parce que je connais très bien, je l'ai pratiqué très précisément, je sais la date, c'était en 2009. Et Ouais, comme toi, ça m'avait plutôt bien convenu alors que j'étais vraiment, moi depuis mes 13 ans, plongée dans les troubles du comportement alimentaire, mais vraiment, vraiment très profondément. Et je l'ai fait, je crois, pendant 1 an et demi. Et ça a été pour moi une période de rémission parce que, alors il y avait quand même pour moi, et je pense comme pour toi, une espèce de cadre un peu rassurant parce que effectivement, on mangeait gras de bon matin, c'était obligatoire, des œufs, du fromage, du ouais, bacon, tout ça. Ensuite, c'est ce qu'ils appelaient dense le midi avec une protéine animale et en moindre mesure un petit peu de féculents. Puis ouais, après, un petit goûter sucré, genre une pomme, un peu de chocolat à 70%. Et ouais. si faim, un repas de poisson légumes. Et si pas faim, on ne mangeait pas. Et si tu, enfin, je sais pas, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais c'est quand même une vision de la chronobiologie, enfin, assez circadienne, quoi. Ouais, C'est-à-dire, surtout même pour les femmes, de manger de bons ouais, matins. Moi, ça, j'avais plus aucun craving quand j'ai fait ça. ouais, Et, et en plus, bon, alors, le petit truc, moi, qui m'aidait, parce qu'à l'époque, je buvais de l'alcool et tout ça, c'est qu'on avait droit, je crois, le week-end à une sortie avec de l'alcool, du ouais. dessert et tout ça. Et j'avais un petit peu mon repas de fête qui me faisait tenir en quelque sorte. Mais, et comme toi, alors je ne sais absolument pas pourquoi j'ai lâché, mais un Mm, jour j'ai lâché mm. et je suis plus revenue à ce système. Mais c'est quand même un système, enfin un régime, euh, quand même, c'est une bonne étape, je trouve, Ouais. avant le cétogène ou le carnivore. C'est quand même assez sensé, et pour les femmes d'autant plus, pour l'équilibre hormonal, de proposer ce gros petit déjeuner. Bon voilà, c'était la petite parenthèse. Ouais, ouais, effectivement, avec le recul, tu vois, je m'en suis rappelée il y a pas si longtemps que j'avais fait cette chrononutrition et finalement, ouais, mais pareil que toi, je me demande pourquoi j'ai abandonné. C'est qu'il devait y avoir encore quelque Oui, chose. Voilà, c'était pas complètement satisfaisant. Mais finalement, je crois que de tous les régimes que j'ai essayés, j'en ai pas essayé 36 non plus, mais c'était celui qui avait fonctionné le plus longtemps et dans lequel je me sentais le mieux, tu vois. Tout à fait. Ouais. et donc, du coup, avant de parler, bien sûr, de ton programme et de l'aspect plus professionnel du carnivore et des troubles du comportement alimentaire, du coup, ben, je crois que tu n'es pas venu justement pour le poids, l'apparence et tout ça sur le régime carnivore, hein. C'était plutôt pour des problèmes de dépression et de digestion et des choses comme ça. Ouais, tout à fait. Et Ouais. donc, du coup, et donc c'est là où tu t'es aperçu. Et comment t'es-tu aperçu justement des modifications qui s'opéraient dans ta relation à la nourriture, dans tes cravings, voilà, est-ce que tes envies de sucre ont complètement disparu? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, ça s'est ça s'est fait de manière assez progressive parce que j'ai quand même changé pas mal. Alors, je suis pas venue au carnivore par le cétogène, moi. Je suis venue par un régime paléo, en fait. Et donc, il fait que j'avais déjà modifié des choses dans mon alimentation, notamment éliminer tous les grains, céréales, toutes les graines. J'avais éliminé les produits laitiers enfin pas toutes les graines d'ailleurs, mais en tout cas tout ce qui était céréales, j'avais éliminé les légumineuses aussi. Et donc déjà, ces quelques mois en paléo ont quand même pas mal apaisé ma relation au sucre. En tout cas, comment dire, parce que je continuais à faire des choses sucrées à ce moment-là. Mais j'ai remarqué que j'avais moins envie de me jeter sur les produits industriels. Alors je ne sais pas si c'était parce que je m'étais convaincue que ça y est, les produits industriels c'était mauvais et qu'il fallait plus en manger,
ou si c'était parce que mon corps s'habituait à une alimentation saine et que du coup, il considérait tout ce qui était industriel, les M&M's et compagnie, comme du poison, et voilà. Mais en tout cas, j'ai commencé déjà à apaiser mon rapport à ce type d'aliments en passant en paléo. Mais je continuais à me faire je faisais beaucoup de gâteaux avec de la poudre d'amande, des dattes séchées, etc. Donc j'avais quand même encore du sucre et c'était inconcevable pour moi à ce moment-là de ne plus faire ça, tu vois. Donc je remplaçais la pâtisserie, les gâteaux au chocolat et tout ça que je pouvais faire avec mes enfants avant par des gâteaux pseudo-sains avec beaucoup d'amandes, etc. Ce qui n'a pas dû arranger mes taux d'oxalate et compagnie. Mais bon, ça, à l'époque, je connaissais pas. Mais bref, je suis ensuite, je ne sais plus si je sais exactement comment, mais bref, j'ai découvert le régime carnivore. Et après un petit peu de résistance, j'ai décidé de m'y mettre complètement parce que j'avais compris que éliminer tous les végétaux pouvait être pour moi la clé pour résoudre mes problèmes psy. Voilà. C'était principalement ça la motivation pour aller jusque-là. Parce que c'est vrai qu'au niveau physique, même digestif, etc., le régime paléo m'avait quand même bien aidé déjà à baisser l'inflammation, etc. Je me sentais quand même vachement mieux physiquement. Mais au niveau psy, j'étais encore... voilà, c'était pas stable et j'avais pas retrouvé l'élan que je voulais avoir, quoi, vraiment. Donc, j'ai essayé le régime carnivore. Et, et là, en fait, très, très vite, en fait, j'ai plus ressenti toutes ces fringales que je pouvais avoir avant, dès que j'ai éliminé, en fait, toutes les sources de glucides, en fait. Euh, j'ai plus... voilà, j'étais, en fait, rassasiée, tu vois. Et donc, petit à petit, plus envie de me jeter sur des choses sucrées, que ce soit du chocolat ou même des amandes ou tous les petits snacks healthy là, que je pouvais me faire avant. Ça a très très vite disparu. Ça ne reste encore aujourd'hui qu'avant mes règles. Donc j'ai quand même fait 1 an de carnivore strict, vraiment 100%, avec vraiment très très peu d'écart. Peut-être un écart à Noël, un écart à mon anniversaire, mais point. Mais vraiment, j'ai fait ça de manière très 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 sérieuse, avec peu de produits laitiers aussi, voilà. Et pourquoi je dis ça? Ah, j'ai perdu le fil. Et ben, je vais intervenir comme ça t'aidera Dis-moi. peut-être à retrouver le fil. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu voir avec le recul de moi en tant que spectatrice de ce que j'ai pu écouter et voir de tes différentes interviews, c'est que tu es quand même l'incarnation d'une success story en carnivore. C'est-à-dire que Ouais. tu as quand même rapidement trouvé ton rythme, retrouver des niveaux de santé optimales, tu t'es mis à l'activité physique et aussi le fait de créer ton programme quand même assez rapidement, pour moi, c'est la preuve que, on en parlait aussi avec Raphaël, c'est que le carnivore, une fois qu'on est bien dans sa peau, dans ses baskets, et que, je sais pas, la cétose fait que, eh bien, on a envie d'entreprendre, on a envie de partager, on a envie. Alors, tu vois, pour toi, bon, on se suit de pas tellement longtemps, hein, de quelques mois dans notre Oui. voyage Ouais. carnivore, Ouais. mais moi, j'ai l'impression d'avoir plus ramé que toi, et c'est pas du tout je veux dire une comparaison, c'est pour juste dire à nos spectateurs Ouais. que chaque voyage est unique, et pour Exact. certains, en 6 mois, ils vont retrouver des niveaux de santé incroyables, une shape inégalée jusqu'à ce jour, et pour d'autres, au bout des fois de 2, 3 ans, il y a toujours des choses qui bloquent, etc. Mais ben voilà, c'est pas un concours. Ouais. Chacun son rythme
et à force d'expérimenter, on trouvera forcément. Donc, toi, voilà, le carnivore, ça a été quand même un grand succès. Donc là, ce que tu viens de dire aussi, et je te poserai aussi peut-être la question, mais tu arrives à... Tu en as parlé des fois dans tes contenus. Êtes-vous raisonnable ou abstinent? Donc toi, tu fais plutôt partie maintenant des raisonnables, parce que parfois, tu peux t'autoriser un extra, alors que si, à contrario, moi, je fais partie des abstinents. Je ne fais aucun écart, et même après 3 ans, je m'en sens absolument pas capable, mais c'est OK. Et peut-être qu'un jour, j'en ferai aussi. Mais en tout cas, mon heure n'est pas venue. Ouais. Donc voilà. Et donc maintenant, je veux bien que tu nous expliques comment t'es venue l'envie de créer ton programme, d'accompagner, de partager, etc. Est-ce que c'est justement on va dire, cette clarté mentale, cette envie d'entreprendre qui ont joué? Ah, mais complètement. C'est-à-dire que pour moi, c'était miraculeux ce truc-là. Et enfin, miraculeux, même si j'ai très bien compris que ça n'avait rien de magique, il n'y a pas de magie là-dedans, c'est simplement du bon sens, de la biologie, voilà, c'est très, très pragmatique. Mais c'était la révélation, quoi. C'était mais waouh, mais c'est dingue, ça y est, enfin, après 40 ans de galère, je comprends. Je me sens hyper bien, enfin, à 40 ans, même mieux qu'à 20 ans. Toutes les petits trucs qui me pourrissaient la vie, que je pensais être un peu normaux, mais je me disais quand même, c'est pas cool de vivre comme ça. Oh là là, on vieillit, c'est pas chouette et tout. Tout ça, ça a disparu. Et de voir autour de moi tous ces gens qui galèrent, qui sont en dépression au travail, c'est une catastrophe, qui sont en surpoids, qui vont pas bien, qui ont des migraines, voilà, tout, voilà, et qui considèrent, c'est comme ça, c'est normal, c'est la vie. Et moi, de savoir qu'il y a un truc absolument génial qui fonctionne hyper bien, et de me dire que j'allais garder ça que pour moi, et peut-être pour 3, 4 personnes autour de moi, ma famille proche, etc., c'était pas concevable. Je pense qu'on est beaucoup comme ça à vivre le truc et à se dire mais il faut que tout le monde soit au courant de ça, quoi, parce que c'est extraordinaire, ça change la vie, c'est juste, j'allais dire juste, mais pour certaines personnes, ça peut paraître énorme, mais c'est prendre de nouvelles habitudes qui sont finalement, bon, peut-être un peu déroutantes au début, mais pas si difficiles à mettre en place au final. Et c'est trouver un apaisement, c'est trouver une énergie. Et donc, il y a aussi cette énergie-là qui est arrivée, qui m'a donné envie de déplacer des montagnes, quoi. Après des années de démotivation, parce que cette dépression, en fait, c'est une espèce j'étais dans une énergie comment ça s'appelle? De la bipolarité, en fait, même si j'ai pas eu de diagnostic posé de bipolarité, mais il y a de la bipolarité dans ma famille, hein, mon père, ma sœur. J'oscillais quand même depuis plusieurs années entre des moments un peu d'euphorie exaltée, mais trop, et puis des moments de down, vraiment aucune envie, quoi. Envie de rien. Le matin, hop, j'ouvre les yeux, je me dis, bon, si ça s'arrête aujourd'hui, bon, voilà, c'est pas très grave, quoi. Mais bon, quand on est une maman, qu'on a des enfants, on se dit quand même, c'est pas normal de penser ça, alors que toute ma vie était tout allait bien dans ma vie, j'avais pas de raison objective d'être au fond du trou. Donc, le fait de retrouver l'élan, l'envie, l'amour de la vie, ça m'a donné envie ouais, de partager ça et de créer ce programme avec toutes les choses que j'ai apprises jusqu'à maintenant. Mais voilà, j'ai passé 2 ans mais à ne vivre que par ça, à ingurgiter des contenus divers et variés sur l'alimentation ancestrale, carnivore, cétogène et aussi tout ce qui va autour dans cette hygiène de vie ancestrale en fait.
autour du rythme circadien, autour de la lumière, autour du sport, la dépollution de l'environnement, enfin plein de choses qui m'ont intéressée. Et je me suis dit que j'avais du coup matière à transmettre ça pour que voilà, d'autres femmes trouvent ce bien-être, cette énergie qui leur manque souvent à ces âges, à partir de 35-40 ans, jusqu'à le passage de la ménopause. En fait, les femmes que j'ai accompagnées jusqu'à présent, donc uniquement les femmes, parce que je pense que c'est important aussi d'adapter cette façon de vivre à la physiologie féminine. Donc les femmes que j'ai aidées jusqu'à présent, elles ont toutes entre 35 et 50 ans. Donc cette phase un peu délicate pour les femmes où il y a plein de changements hormonaux, etc. qui se passent. Et effectivement, toutes ces femmes avaient, à des degrés divers, les mêmes problèmes que j'avais avant dans leur rapport à la nourriture. C'est la nourriture comme réconfort, et puis la culpabilité de pas bien manger et donc de devenir trop grosse, etc. parce qu'on n'est pas capable de ne manger que de la salade. Et donc, voilà, il y avait aussi le challenge de les aider à surmonter ces difficultés d'ordre émotionnel, ou en tout cas arriver à comprendre la cause des fringales, du fait qu'elles ont envie de manger du sucre. Pour certaines, le passage à l'alimentation carnivore très vite a éliminé ces besoins-là, un peu comme pour moi, finalement, ça s'est fait assez facilement. Pour d'autres, effectivement, ça met beaucoup plus de temps à disparaître, et il y a très souvent des rechutes, j'allais dire, c'est un peu extrême, mais des écarts avec du coup difficulté à accepter ça, etc. Donc là, on est, je pense, assez différentes les uns des autres. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à aller vraiment à la racine du problème avec ces femmes. Parce que finalement, la racine, elle est, les racines du problème, elles peuvent être variées, il peut y avoir plusieurs causes. Donc, il y a la racine gestion des émotions dont j'ai parlé, qui est qu'on a tendance à vouloir anesthésier nos douleurs, et qu'on est incapable de supporter l'inconfort, en fait, l'inconfort d'une émotion négative, parce qu'on nous a toujours appris que c'est des émotions qui ne sont pas acceptables. Voilà. Donc, il faut les cacher, et on a du mal à les supporter soi. Donc, on ne se laisse pas traverser par ces émotions, on veut tout de suite qu'elles disparaissent. Donc là, je les accompagne, je les aide aussi à faire une espèce de vérification dans la journée de leur état émotionnel, de se reconnecter à leur corps, d'être capable de, comme disent les Américains, to sit with your emotions, to sit with your anger, voilà, de rester dans l'émotion négative et pas chercher tout de suite à la faire disparaître d'une manière ou d'une autre avec quelque chose d'agréable. Voilà, parce qu'on pourrait aussi vouloir la faire disparaître en écoutant une belle musique, je sais pas, en allant faire du shopping, pas forcément en mangeant un paquet de biscuits. Mais en fait, tout ça, ça reste un moyen de faire disparaître une émotion qui a besoin d'être vécue jusqu'au bout, en fait. Et la colère, c'est un peu la même chose. C'est souvent quelque chose qu'on veut absolument stopper parce que ça nous met un peu hors de nous. Mais il y a une énergie là qui a besoin d'aller jusqu'au bout. Donc là, l'idée, c'est d'aller au bout de cette énergie en allant courir, en criant, en tapant sur un coussin, enfin voilà. Mais d'essayer d'aller au bout de l'énergie plutôt que de la couper en allant manger du chocolat. Ok, ouais. Et que juste je te coupe un instant pour un peu aussi
faire le lien entre les différentes interviews, tout ça. Donc, ça m'évoque aussi, ben voilà, là j'ai l'impression que tu as donc un tronc commun, donc un programme, un programme, et ensuite évidemment tu l'individualises en fonction des problématiques de chaque personne. Et comme on se disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'était en échange de vocaux avant l'interview, eh bien, ben, plus particulièrement si on parle d'une cliente qui viendrait dans un contexte de trouble du comportement alimentaire, tu vas lui proposer d'autres leviers d'action. Et c'est en fait, je fais le lien avec l'interview de Sophie qui justement mettait l'accent sur le fait que parfois l'alimentation carnivore seule ne suffit pas. Il faut s'occuper de la sphère émotionnelle, enfin, d'autres paramètres. Et d'ailleurs, alors j'ai une question, mais je me dis peut-être que tu l'utilises aussi en levier. Donc ça fait partie d'une des questions des invités qui est arrivée genre hier et qui me demandait si on pouvait parler de la mise à la terre et des filtres anti-lumière bleue. Donc je me disais que peut-être aussi ça pouvait être un levier intéressant pour des gens qui avaient beaucoup de cortisol, etc. et qui n'arrivaient pas à s'apaiser simplement avec la nourriture. Donc est-ce que toi tu travailles avec ça aussi? Ah oui, tout à fait. En fait, tout ce qui permet la gestion du stress, de faire baisser le stress, parce qu'en fait, c'est vrai que le stress peut faire monter, enfin fait monter avec le cortisol, fait monter la glycémie, etc. On le sait, et que c'est aussi dans ces situations de stress qu'on a tendance à vouloir manger sucré. Donc là, on cherche un apaisement. Comme tu le dis, avec la mise à la terre, ça c'est vrai que c'est important. Et puis réguler son rythme circadien, notamment avec les lunettes, pour avoir un meilleur sommeil. Et effectivement, quand on dort bien, on est moins stressé le lendemain, on est plus apaisé et on a moins de problèmes de fringales. On sait bien que quand on voyage, par exemple, qu'on est en jet lag, qu'on a peu dormi, que le rythme circadien est complètement bouleversé, eh ben, on a envie de manger n'importe quoi, on a envie de manger sucré, on a envie de manger des donuts, on a envie de manger des trucs horribles, parce que en fait, le corps, il ne sait plus où il est, quoi. Et notamment, c'est notamment lié à des hormones, la leptine et la gréline notamment, qui sont des hormones circadiennes, qui sont produites à certains moments de la journée, enfin de la nuit notamment pour la leptine, et qui permettent en fait, qui donnent au cerveau le signal de la satiété ou de la faim. Et si ça c'est déréglé, le corps il ne sait plus très bien, il a faim tout le temps, il ne sait pas quand il doit manger, il veut manger ce qu'il ne faut pas. Et on sait aussi que les personnes qui travaillent de nuit par exemple, ou qui ont des rythmes irréguliers, des rythmes circadiens irréguliers, donc qui ont une horloge biologique qui est complètement déréglée, et ont aussi souvent des troubles du comportement alimentaire, ou en tout cas, c'est plus difficile pour eux. Il y a une prise de poids souvent, un cortisol élevé, et d'où l'importance vraiment de travailler aussi sur le rythme circadien, faire en sorte de bien dormir. Il y a plein de choses à mettre en place aussi pour améliorer son sommeil. Voilà, pour que le corps, c'est pas uniquement le carburant qu'on lui donne de manière, à travers les aliments, c'est aussi son rapport à la lumière, c'est aussi, on se nourrit aussi de lumière finalement. C'est aussi la connexion à la terre, d'un point de vue électrique, vraiment, c'est comme ça que ça se passe. On a besoin, en plus avec tout le matériel électronique qu'on a, il y a des déséquilibres en fait qui se créent, et on a besoin de s'apaiser aussi de cette manière-là. Donc oui, en fait, il y a plein de leviers à activer, autres que l'alimentation. Et les uns, tout est lié en fait. Alors du coup, comme tu parlais de l'aspect circadien, de mode de vie carnivore,
Donc j'ai une question. On passe, si tu veux bien, donc à la question des abonnés, parce qu'il y en a quand même Ouais, quelques-unes. ouais. Et il y en a une qui est intéressante à te poser sur le plan personnel, mais aussi dans tes accompagnements. Pratiques-tu le jeûne intermittent, et que conseilles-tu à quelqu'un qui viendrait en accompagnement avec toi et qui souffre de TCA par rapport à cette question de jeûne intermittent? Ok. Alors, moi, je conseille pas le jeûne. En tout cas, vraiment pas au début, quand on passe à cette alimentation-là. Parce qu'en fait, on a besoin de se nourrir. Le corps, il a été privé de tellement de nutriments pendant tellement d'années que là, la priorité, c'est de se renourrir, quoi. Voilà, on était dénutris, il faut vraiment se nourrir. Donc, on mange 3 repas par jour, un petit déjeuner, voilà. On peut passer à 2 repas suivant l'organisation, etc. Mais il y aura toujours le petit déjeuner, donc pas de jeûne intermittent en sautant le petit déj le matin, notamment pour les femmes. Ça, moi, je le recommande pas du tout au niveau du cortisol, etc. C'est pas une bonne idée. Pas moins de 2 repas par jour. Et le focus, c'est la prise de muscle, donc des protéines régulièrement, l'exercice physique dès que on a un petit peu d'énergie qui revient. Donc focus sur le muscle, et pour faire du muscle, il faut avoir régulièrement des protéines. Si on jeûne 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine, et ben en fait on n'a pas les protéines qui vont permettre de construire le muscle, et le muscle c'est l'organe de la longévité, hein. On peut pas avoir des os solides sans muscle. Le muscle c'est assez complexe tout ça, mais en tout cas c'est lié à plein de fonctions dans le corps qui sans ça, en fait, on fonctionne mal, quoi, même au niveau cognitif, etc. On a besoin de développer son muscle, et de plus en plus en vieillissant, parce qu'il y a une fonte musculaire naturelle, en fait. Et si on n'a pas le bon apport en protéines et qu'on ne stimule pas ses muscles par l'exercice, eh ben, on perd du muscle et on se fragilise. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir la bonne dose, en fait, hein, de protéines plusieurs fois par jour pour stimuler tout ça et aller mieux. Et puis, il y a le problème aussi, alors pour une personne qui viendrait avec des troubles du comportement alimentaire, éviter, mon approche, en fait, c'est vraiment d'éviter de se retrouver dans le contrôle. Donc, éviter les situations où on se prive. Donc, le jeûne, c'est se priver. Donc là, on ne se prive pas. Et moi, j'évite de mettre les femmes que j'accompagne dans une optique de calcul, de prise de mesure, de ci, de ça. Je veux qu'on fonctionne plus à l'instinct, une fois qu'on a en fait éliminé de sa vie au plus possible tout ce qui est sucré et qui fait comme une interférence, en fait, qui ne nous permet pas de savoir ce que notre corps veut. Une fois qu'on a éliminé tout ça, on est capable de se reconnecter à son corps et à ses besoins. Et donc, bien sûr, en fonction de leur poids, de leur taille, etc., de leur poids de forme, on va mettre en place au début une certaine quantité de produits animaux à manger par jour. Mais je ne vais pas leur demander chaque jour de calculer exactement leurs macros, leurs machins, etc. Je ne vais pas leur demander de se fixer un patch ou de se piquer, etc., pour mesurer leur glycémie, etc. Au contraire, on se fout un peu la paix, on mange les aliments qui conviennent en régime carnivore, donc on élimine tout ce qui vient du végétal. Au début, on élimine un maximum les produits laitiers, quitte à essayer à voir un petit peu comment on réagit en les réincorporant un peu plus tard. Le gras, eh ben, c'est à satiété. Je les laisse aussi mesurer, enfin, essayer, tester toute seule, un peu plus de gras, un peu moins de gras, voir comment elles se sentent. Parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil. Donc il n'y a pas, tu vois, des rails où il faudrait absolument pas dépasser, etc. Souvent, je remarque que
justement, les femmes qui viennent, elles ont besoin d'être rassurées et donc: «Ah oui, il faut que je fasse comme si. Ah si j'ai pas fait ça, donc ça va pas. Quel est le dogme? Dis-moi le dogme». Je dis: «Il y a pas de dogme, on se détend. On est juste un être humain qui mange de la viande parce que c'est ça qu'il lui faut». Mais à la préhistoire, Sapiens 7, elle mesurait pas sa glycémie, ses cétones, ses corps cétoniques, enfin voilà. Elle ne pesait pas son morceau de viande. Elle mangeait, voilà, elle mangeait ce qu'il y avait et en fonction de sa faim et de l'exercice qu'elle faisait, etc. Donc trouver quelque chose d'instinctif, en fait, plus que parce que ça, pour quelqu'un qui a été énormément dans le contrôle toute sa vie, finalement, ça aide pas du tout, du tout. Ça fait qu'on reste dans ce contrôle et on a besoin de s'apaiser à ce niveau-là. Et c'est justement la conclusion à laquelle arrivait Mélina hier, Ouais, qui a été quand même pas mal confrontée aux troubles du comportement alimentaire. Et c'est là où on abordait justement l'approche plutôt américain, anglo-saxon, mmh, différente des francophones. Mais c'était surtout que il y a aussi des francophones, tu vois, sur le groupe Carnivore France, il n'y a pas franchement une vision cétogène du carnivore. non, Dans le milieu francophone, c'est souvent des gens qui viennent du cétogène, donc on part souvent d'une modération en protéines avec une abondance de gras, et ouais, souvent c'est contre-productif, ben, surtout pour les boulimiques, les personnes qui ont fait de la boulimie, de l'hyperphagie. Là, on se retrouve avec des portions rikiki dans l'assiette et, ouais, et c'est trigger, quoi, parce ouais, que du coup, à un moment donné, on se retrouve, ben, comme on le disait aussi avec Sophie dans l'interview, à faire un nouveau régime. ouais. Euh, c'est un nouveau contrôle. Donc après, voilà, c'est ce qu'on disait aussi hier avec Mélina, et c'est ce que tu viens de reconfirmer là, à l'instant, c'est qu'il y a vraiment une large fourchette euh, entre les personnes qui ont besoin de réparer leur système hormonal et qui ont besoin pendant un certain temps, ça ne durera peut-être pas toujours, mais d'une abondance de gras, Mmh. d'autres qui n'ont peut-être pas complètement éclaté leur métabolisme et qui, avec moins de gras, seront comblés. Et c'est Mmh. vrai que l'idéal, c'est d'avoir cette approche instinctive, même si au début, j'imagine que certaines ont besoin d'être rassurées et Ouais. qu'elles ont besoin que tu leur donnes des Mmh. quantités un petit peu pour qu'elles aient des guidelines comme ça. Ouais, ah ouais, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, mais oui, pour parler de l'approche, américaine, qui est un peu différente, alors c'est vrai qu'ils parlent quand même de keto, voilà, keto carnivore et tout ça, mais il y a quand même, ouais, il y a moins l'approche, comme tu le dis, du gras, du gras, du gras, du gras d'abord. On est plus, sur un rapport 1-1 entre gras et protéines et puis il y a beaucoup aussi, dans certaines mouvances, vraiment l'importance, des protéines, quoi. Et ça, c'est vrai que moi, c'est quand même pas mal mon focus. Il y a le gras est important, hein. Je mange du beurre direct, tout seul, à la petite cuillère, pas de souci. Mais d'avoir la bonne quantité de protéines, ça, c'est vraiment super important. Et, et je voulais dire autre chose, mais qui m'échappe, donc je sais plus. Eh bien, je vais passer à la prochaine question et n'hésite pas à y revenir si ça te revient. Donc, Ouais. prochaine question, as-tu des astuces pour calmer les envies de sucre? Alors, des petites astuces pratiques. Oui, il y en a pas mal. Le fait de si on a une envie de sucre, on a envie de manger quelque chose, en général sucré, ben, avoir quelque chose de carnivore à manger, tout de suite. Tout de suite, tout de suite, sans avoir besoin de se faire, cuire un morceau de steak. Donc des œufs durs dans le frigo, ça c'est bien. Du beurre, voilà, manger directement du beurre aussi, ça apaise. Faire de sa alors ça, c'est pas toujours évident, mais faire de son domicile a safe place, d'accord? À l'extérieur, surtout quand on vit en ville, à l'extérieur, c'est la tentation permanente. Il y a les boulangeries, il y a les chocolateries, les machins, les trucs. Si on a envie d'un truc sucré, quand on est à l'extérieur de chez soi, hop, on va acheter des M&M's, c'est hyper pratique. Bon, mais quand on est chez soi et qu'on a une envie de sucré, faire en sorte que dans les placards, il n'y ait rien qui nous mette dedans.
D'accord. Alors après, effectivement, quand on démarre ce régime carnivore, on est souvent dans son foyer un peu isolé. Parce que bah, les enfants, on ne sait pas trop s'il faut qu'ils mangent comme ci, comme ça. Ils ont déjà leurs habitudes, donc bah, c'est compliqué. Le conjoint, peut-être, n'est pas du tout, voilà, pas encore convaincu par la chose. Donc, il se peut que dans les placards, il y ait des choses qui ne soient pas bonnes pour soi. Mais si on peut y arriver, déjà, vider de ces placards tout ce qui est produits industriels, etc., tout ce qui est paquets de cookies, céréales, etc., mettre les enfants un peu au diapason sans les forcer à un régime carnivore, mais faire en sorte que maintenant ils comprennent que bah, s'ils ont envie d'un truc sucré, il y aura du chocolat noir, 70%, il y aura peut-être du miel, il y aura des fruits rouges au congèle, il y aura je sais pas, de la compote de pommes, des choses comme ça, mais il n'y aura plus les saletés qu'il y avait avant, les miel pops, les trucs, les sneakers, la glace au congèle et tout ça. Et donc soi-même, si on se retrouve chez soi avec une envie irrépressible de manger quelque chose de sucré, eh ben on limite la casse parce qu'on va manger un peu de chocolat noir, un yaourt avec du miel, plutôt que s'enfiler 3 paquets de cookies, du chocolat au lait aux noisettes et des trucs comme ça. Donc voilà, assainir son environnement, vraiment son foyer, pour que ce soit un endroit où on est en sécurité. Ça me paraît important. Dans la mesure du possible, c'est ça aussi, je vois avec les femmes que j'accompagne, en fonction de leur contexte, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour aller vers ça, voilà, en fonction de leurs habitudes, des habitudes de leur famille et de là où en sont les personnes qui les entourent aussi au niveau alimentaire, quoi. Alors, j'ai une autre question un petit peu dans le même style. Bon, j'ai mon idée sur la réponse, mais bon, je me dis que ça peut être intéressant aussi d'avoir un autre point de vue. Peut-être que ce sera la même que moi, mais peut-être pas. Donc, Ouais. en régime carnivore depuis quelques mois, j'ai besoin de me remplir de choses sucrées vers 22-23 heures. Ouais. Donc, Alors, qu'est-ce qui se passe pour moi, quoi? comment je fais? Euh, Alors, c'est vrai que j'ai pas eu souvent de. J'ai eu une cliente qui avait besoin de ça. C'était vraiment une habitude qu'elle avait eue de manger un petit peu de glace ou un truc voilà, à cette heure-là, qu'elle a fait pendant des années et des années. Donc, évidemment, quand on arrête, le cerveau est tellement habitué à avoir sa petite dose de sucre à ce moment-là que c'est difficile d'arrêter. Donc, bah, finalement, ça s'était arrêté pour elle au bout d'un certain temps, mais ça a duré quand même malgré tout. Toutes les autres fringales s'étaient arrêtées, sauf celle-là, quoi. C'était besoin de sucre à ce moment-là. Donc, je lui disais de manger du beurre, du beurre de micelle, ce qu'elle a fait pendant un bon moment. Et puis, ça a fini par disparaître. Elle avait besoin, voilà, ou du bouillon aussi, une tasse de bouillon où elle pouvait rajouter, si elle avait envie, donc du bouillon de pied de veau, un bouillon bien riche en collagène et tout ça. Elle pouvait y mettre du beurre dedans si elle voulait. Et donc avoir quelque chose pour remplacer finalement ce besoin de sucre, mais qui soit Bah, compatible. c'est Ouais. ce que Ulrich Génisson appelle le doudou keto et qu'on pourrait trouver un doudou carni. Ouais. Tu dis un bouillon d'os un peu lacté avec un morceau de beurre qu'on émulsionne et ça fait une Voilà. sorte de latte carni ou même un déca avec du beurre. Hein, c'est quand Pourquoi même pas? hyper gourmand. Mais Ouais. après, c'est vrai que j'ai pas demandé plus de contexte de cette personne, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de contexte. Donc, c'est vrai que Oui. souvent, des envies sucrées à 22h, 23h, on ne sait pas si la personne pratique le jeûne intermittent de la mauvaise manière, si elle saute son petit déjeuner. Moi, c'est passeport pour le dérèglement de ma leptine et de ma gréline si je Ouais. saute mon petit déj, mais ça part en vrille en 2 jours. Ouais. En 2 jours, j'ai super faim. J'arrive plus à m'arrêter à midi. Ouais. Je pense qu'à manger. Le soir, j'ai refaim. Alors que Ouais. si je mange le matin, mais le soir, j'ai jamais faim. Et Mm. même le midi, ben, j'ai faim, je mange bien, j'ai bon appétit, mais je ne suis pas à me dire j'ai encore faim, faut que je mange, faut que je mange, faut que je Ouais. mange.
Donc c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose. Oui, si on n'a pas le contexte, c'est compliqué. C'est quand même... Effectivement, c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui fait du jeûne intermittent, qui ne prend pas de petit-déj. Voilà. Ouais. Il faudrait savoir un petit peu plus les habitudes. Alors là, il y a une question que j'ai posée aussi à Mélina et que je te pose à toi parce que mes précédents invités n'avaient pas d'enfants et qui est une question générale. Hein, comment transmettre le carni aux enfants? Alors surtout quand on a eu des troubles du comportement alimentaire une grande partie de sa vie et que l'on n'a pas été un exemple pour eux. Ouais, ça c'est vrai que moi, mes enfants, donc ils ont 10 et 12 ans. Ça fait 3 ans que je suis en carnivore, donc pendant une grande partie de leur vie, la majorité de leur vie pour l'instant, ils m'ont connue avec une façon différente de manger, un autre rapport à mon corps. Et on faisait d'ailleurs énormément de pâtisserie, donc il y avait beaucoup de sucre. Et ça, c'est vrai que c'était une activité assez récurrente, faire de la pâtisserie ensemble, que j'ai complètement forcément éliminée, qui n'existe plus. On a remplacé ça par d'autres choses. Alors pour les enfants, moi j'ai un... Alors mes enfants, ils me voient manger carnivore, mais eux ne sont pas carnivores à 100%. C'est-à-dire qu'ils ont à tous les repas des produits animaux, mais ils mangent quand même plus variés que moi. Donc ils ont compris, je leur ai expliqué tout ça, donc ils ont intellectuellement compris l'intérêt, l'importance des produits animaux. Ils connaissent les problèmes qui sont liés à une consommation excessive de sucre et d'aliments d'origine industrielle. Mais pour l'instant, en tout cas, ils consomment encore des glucides. Par contre, ce que j'ai mis en place avec eux, c'est la règle du petit déjeuner carnivore. Ça, ils sont carnivores au petit-déj. Donc, il y a des œufs, il y a du bacon, il peut y avoir un steak haché. Voilà, ça dépend des jours et de leurs envies. Voilà, le week-end, ça leur arrive de se faire une tartine de pain au levain avec du beurre. Voilà, un petit peu plus varié au petit-déj. Mais la semaine, c'est 0 glucides le matin. À midi, ils sont à la cantine. Mais ils me disent, voilà, maman, à la cantine, je comprends pas, les yaourts sont sucrés alors qu'on devrait mettre des yaourts nature sans sucre. Du coup, je prends pas de dessert, mais je voudrais quand même un yaourt. Voilà, ils sont dans cette optique-là quand même de pas manger trop sucré, voilà, et de s'offusquer du fait qu'on n'ait pas le choix de manger un yaourt sucré alors que ça existe les yaourts sans sucre. Donc voilà, ils font attention. En général, ils me disent ah aujourd'hui c'était la journée végétarienne. Bon, il n'y avait pas grand-chose à manger. Donc ils font attention à la cantine, vraiment à ce qu'il y a dans leur assiette, et ce qui est bon pour eux, et ce qui est moins bien. Et puis ils me font part aussi de débats qu'ils ont avec leurs copains, copines, qui leur disent qu'il ne faut pas manger beaucoup de viande pour la planète, pour ci, pour ça, parce que ça bouche les artères, parce que ça donne le cancer. Nanana. Et eux, ils disent non, non, c'est pas vrai. Enfin, ils commencent à argumenter et tout ça. Donc je trouve ça intéressant. Et puis le soir, le week-end, les repas, ce qu'on a mis en place en fait, c'est qu'on commence toujours par les produits animaux, par les protéines et le gras animal. Donc dans l'assiette, il n'y a que ça. Au début du repas, moi, ça me suffit. Et eux, ça leur suffit souvent, mais parfois, ils ont envie d'autre chose. Donc parfois, ils me disent est-ce qu'on peut prendre un morceau de pain Parfois, si vous voulez, je vous fais un petit peu de riz basmati, dans un quart d'heure, c'est prêt. Ou ils prennent un yaourt nature sans rien, ou alors un yaourt avec du miel, ou alors des fruits rouges avec du fromage blanc, ou un bout de fromage, etc. Mais assez souvent, finalement, ils n'ont plus le réflexe dessert, parce que ils sont calés, quoi, parce que un morceau d'entrecôte, un steak haché avec du beurre, une cuisse de poulet, ça cale, quoi, quand on en a mangé suffisamment, en fait. Donc ça arrive souvent que hop, puis après avoir mangé leur morceau de viande, on se lève de table, on range, et puis ils oublient de manger le dessert. Et puis ils reviennent 1 heure après, mais maman, en fait, on avait mangé le dessert.
oh bah, c'est trop tard maintenant, ça y est, c'est fini. Le repas est passé, vous voyez, vous n'avez pas eu besoin de dessert. Le dessert, bon, bah, ça sert à rien, en fait. Donc ça fonctionne assez bien, en fait. Protéines et gras d'abord. Et après, pourquoi pas autre chose. Tu poses un cadre, mais tu laisses une certaine liberté dans ces limites-là et voilà, et Et tu ça, leur c'est important parce que je veux pas non plus les amener vers, tu vois, une orthorexie. Oh là là, si je mange autre chose, bah, c'est pas bien, nanana. Qu'il n'y ait pas de culpabilité, sachant que les aliments qu'il y a chez moi, il n'y a pas d'aliments industriels, processed food et tout ça qui sont vraiment mauvais. Ce qu'il y a comme glucides, en gros, c'est du riz. J'ai du riz basmati, j'ai du miel, j'ai du chocolat noir. J'ai des fruits rouges au frigo, j'ai des yaourts enfin des fruits rouges au congélateur, des yaourts, de la faisselle, des trucs comme ça. Voilà, ils aiment bien le concombre en été et les tomates, un petit truc un peu frais. Donc voilà, en termes de légumes, ça se résume à ça. J'achète plus de légumes en fait, donc il n'y en a pas. Et puis c'est tout quoi. Donc c'est rien qui va mettre en danger leur santé. Ok, et du coup, ben, j'en viens à la question justement de la satiété. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment on définit la satiété. Alors, Raphaël a donné sa définition. J'en ai même fait un petit short parce que c'était très imagé. Lui dit qu'il mange et à un moment donné, ben, ça passe plus, quoi. Et pour lui, c'est la satiété. Je pense qu'il y a des nuances quand même entre la satiété, la satisfaction, mais c'est une grande question qui revient de mes abonnés qui sont souvent confrontés à des troubles du comportement alimentaire. Ils ont toujours cette confusion et en fait, c'est un petit peu un tout parce que moi, ce que je pense, c'est que la satiété, on l'atteint très très vite, parfois à 2-3 bouchées, mais par contre, on a besoin quand même de satisfaction et ça arrive un petit peu plus tard. Mais voilà. Mais toi, comment tu définirais ça? Alors c'est vrai que la satiété, je crois que c'est quelque chose que l'on comprend réellement, ou qu'en tout cas que l'on vit réellement, qu'une fois qu'on est passé en carnivore. Parce qu'avant, finalement, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut être rassasié, on a bien mangé, on sent qu'on est lourd, mais s'il y a toujours du sucre, on peut toujours manger du dessert et reprendre du dessert. Ah là 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 là. Donc on sent jamais le moment où, enfin à moins vraiment d'avoir exagéré et d'avoir envie de vomir, hein, mais quand on est toujours dans une alimentation avec beaucoup de glucides, notre perception de la satiété, elle est déformée et on ne sait pas ce que c'est. En carnivore, en fait, la satiété, qu'est-ce que c'est? C'est un signal perçu par notre cerveau, en fait, qu'on a comblé nos besoins nutritionnels, nos besoins physiologiques. Donc, on avait faim, bah, on n'a plus faim, et le corps comprend que du coup, bah, c'est bon, on a eu assez. Moi, je sais qu'au début, je mangeais trop vite. Vraiment, je me jetais sur les plats parce que j'étais tellement, bon, j'avais faim et puis j'étais tellement contente de manger ces aliments hyper bons pour moi et qui allaient me nourrir que j'avais une espèce j'étais vorace quoi, tu vois? Et que je mangeais hyper, hyper vite, hyper vite, hyper vite et que du coup j'avais toujours faim alors que j'avais quand même mangé une grosse assiette bien remplie quoi. Donc ça, je me suis dit qu'il fallait que je ralentisse un petit peu et donc j'essaye de manger un peu moins vite aujourd'hui, même si j'ai quand même tendance à manger assez vite. Mais du coup, quand on mange, voilà, pas besoin de manger hyper lentement, en conscience, de mâcher 25 fois ces morceaux, non, non. Mais mâcher suffisamment pour que la digestion commence bien avec la salive, etc. Prendre le temps pour que finalement la faim se dissipe naturellement et que à un moment, bah, on n'ait plus faim, quoi. Après, moi, je mange les assiettes que je me prépare, je les mange en entier, quoi. C'est rare que je m'arrête de manger avant d'avoir terminé ce que j'ai préparé parce que j'en peux plus. Alors, ça peut arriver si je me fais en un repas 800 grammes d'entrecôte.
là, effectivement, ça m'est arrivé de faire ouais, stop, quoi. Mais donc là où il y a cette espèce de haut le cœur du corps qui dit non, mais là c'est bon, quoi, stop, stop, stop. Mais ça, c'est encore. Je sais pas si c'est la satiété, c'est juste too much. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais Oui, très bien. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, moi, je suis comme toi, j'ai tendance à manger quand même assez vite, mais moi, ce que j'ai repéré, c'est que aujourd'hui, en carnivore, avant, je m'arrêtais quand je mangeais des glucides jusqu'à être pleine à ras-bord et ne plus pouvoir rien avaler, quoi. ouais, Alors ouais. qu'aujourd'hui, je sais que j'ai plus faim, mais il y a encore de la place. Je pourrais Oui, encore en rajouter, mais j'ai assez. C'est-à-dire que j'ai atteint la satiété et la satisfaction, les deux. mm, Voilà. Je mm, pense que ça va quand même ensemble. Parce ouais, que la satiété, des fois, si tu manges quand même quelque chose de très gras et que tu as quand même pris ton petit déj, par exemple le midi, moi je vois ma satiété, elle arrive très vite. oui, Comme toi, j'ai mm, envie de finir mon assiette pour aller jusqu'à la satisfaction totale. ouais, Mais par contre, je ne suis pas bourrée à craquer. ouais. Je ne suis pas obligée d'aller me coucher, faire une sieste. Je me sens encore légère, quoi. Bah, tu vois, c'est exact. Hier, c'est ce que je me suis dit exactement. J'ai pensé à ça hier. Hier, c'est mercredi, l'après-midi, je fais du sport. Je fais une bonne 1 heure et demie à la salle de muscu. Voilà, c'est ma grosse séance de sport de la semaine. Et donc le matin, en fait, moi, au quotidien, je suis à 2 repas par jour. Donc je me fais un gros petit déjeuner. Et ensuite, je mange, en fonction de mon emploi du temps, entre 16 h et 18 h. Le mercredi, j'ai sport. En gros, j'y suis de 16 à 17 h 30, tu vois, à la salle de sport. Donc, je ne peux pas manger avant 18 h. Et je veux manger après le sport. Je veux avoir mes protéines après le sport. C'est important pour le muscle, etc. Donc le mercredi, eh ben, ça dépend des fois. Mais hier, arrivé vers 14 h 30, 15 h, je commence à avoir faim. Et je me dis, faim comme ça et aller faire 1 heure et demie de sport, ça va être désagréable. Donc il faut que je mange quelque chose. Je vais manger, mais juste pour en fait, je vais manger un petit peu pour trouver la satiété et ne plus avoir ce sentiment cette sensation plutôt de faim et pouvoir être tranquille pour faire mon sport. Et donc en fait, j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé un œuf dur et 3 cuillères à café de rillettes. Bon, pas énorme, hein. Non. Et en fait, j'ai mangé ça assez doucement, enfin lentement, et la faim, en fait, en un quart d'heure a disparu. J'avais plus faim. Et donc là, je suis arrivée à satiété très vite, en fait. Alors que habituellement, je me fais une belle assiette avec mes 300 grammes de viande ou mes 200, enfin ça dépend des. Voilà. Et je mange, je mange, je mange. Et je me pose même pas la question de quand est-ce que j'ai eu plus faim ou faim encore ou quoi. Je vais jusqu'au bout de mon assiette et j'ai la satisfaction d'avoir mangé ma belle assiette qui est si bonne pour moi et j'ai plus faim et tout va bien. Alors que là, en mangeant un œuf et mes 3 cuillères de rillettes, bah j'ai eu la satiété, mais j'ai pas nécessairement eu la satisfaction. Tu vois? Oui, oui. Et d'ailleurs, on peut ajouter que peut-être que ça peut prendre quelques mois pour certaines, mais après, une fois qu'on a notre routine, on constitue notre assiette, on sait à peu près, en fonction de notre appétit, ce qu'on va manger. Moi, des fois, je me fais piéger du style, ben, pour la chaîne, tu sais, j'ai fait quelques vidéos recettes, tu vois. Et un jour, j'ai fait des steaks panés, tu sais, un peu comme une escalope milanaise. Donc, steak haché, que je fais hacher ou que je hache moi-même dans le plat de côte, donc quand même qui sont très gras, et que j'ai pané avec de l'œuf et de la chapelure de chips de Quan, tu sais. Ah oui. Et donc, j'ai fait cuire ça dans du suif et dans une poêle. Et franchement, ça a absorbé, mais vraiment tout le suif. Et tu vois, j'avais juste mes deux petits steaks.
Et là, je me suis dit, bon, ils étaient quand même, c'était genre 2 steaks de 130 grammes, mais plus la panure, plus tout, et ben j'ai quand même fini. Mais c'est ce que tu disais, c'était too much, quoi. C'était à la fin des deux. Parce que c'était pas calibré comme ce que je cuisinais d'habitude. Et visuellement, ça paraissait à peu près dans mes standards. Mais en fait, je pense qu'il y avait vraiment beaucoup plus de gras que d'habitude. Ça m'a amené plus vite à la satiété, satisfaction. Et j'ai peiné à terminer. J'ai quand même terminé, mais voilà, il fallait pas plus, quoi. Ouais, c'était. C'est ça. C'est ça. Et alors, donc, prochaine question. Bon, tu as déjà un petit peu répondu, mais comment fais-tu quand tu es invité? Restes-tu en carni ou fais-tu des écarts? Alors ça, ça a changé ça. La première année où j'étais vraiment en 100% carnivore et sans en déroger, quand j'étais invitée, j'avais plusieurs choses. Ça dépend. Soit, alors, au début, en fait, je me disais j'y vais et puis je vais manger ce que je peux. Et en expliquant de toute façon voilà, comment je vivais et pourquoi, et puis en assumant le truc. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Je me rappelle une fête où il y avait, alors ça tombait bien, il y avait un barbecue, donc en fait j'avais mangé je sais plus ce qu'il y avait, des merguez et du poulet, et puis j'ai mangé que ça, et j'ai pas mangé le gâteau d'anniversaire, et j'ai pas mangé ci, et j'ai pas mangé ça, et finalement on m'a très peu posé de questions, et ça s'est bien passé. Après, je me suis dit, le mieux en fait pour vivre ces moments-là, c'est peut-être de manger avant. Donc voilà, de manger avant, comme ça, une fois que je suis chez les gens, je leur explique: «Oh j'ai déjà mangé aussi», enfin, ou «J'ai un problème d'allergie, je mange plus tel aliment en ce moment», pour pas faire trop de vagues, et finalement les gens aujourd'hui sont habitués quand même à ce que les gens aient un peu chacun leur façon de manger. On accepte assez bien les bizarreries des autres. Ou voilà, parfois, si c'était des gens proches, je leur expliquais voilà, ma nouvelle façon de vivre, ce que j'avais découvert, etc. Et que donc, non, je suis désolée, mais je ne vais pas manger les lasagnes, je ne vais pas manger ci et ça. Et puis voilà, et puis c'est comme ça. Et donc, ça a donné lieu à des discussions intéressantes et tout ça. Donc ça, c'était quand j'étais vraiment dans ma phase de réparation où je ne voulais pas ingurgiter la moindre chose qui soit hors cadre. Et puis maintenant, maintenant, si je suis invitée chez des gens, je vais manger ce qu'on me propose dans la limite c'est-à-dire que le dessert, par exemple, je peux très bien dire non, je veux pas de dessert, non merci, voilà. Mais par contre, si on m'a préparé des lasagnes, comme dont je parlais tout à l'heure, je vais manger les lasagnes. Je vais pas juste manger 3 morceaux de viande et laisser les pâtes sur le côté. Je mangerai des lasagnes et puis en fait, je me rends compte que mon corps maintenant est capable de gérer des lasagnes une fois par mois, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Et j'ai la chance d'être plutôt, je pense maintenant, dans un profil de modération. Et donc, si je mange des lasagnes, ça ne me redonne pas envie de manger des lasagnes tous les jours et de manger des pâtes, etc. Voilà, j'ai mangé des lasagnes. Je ne culpabilise pas, hein, mon corps le vit très bien et je suis très contente de retourner dans mes rails le lendemain et on n'en parle plus et ça ne m'obsède pas. Et voilà. Même si je mange un fondant au chocolat, un tiramisu, une part de tarte au citron, souvent j'en ai pas envie. Et quand j'en ai envie, c'est les jours avant mes règles. Et si c'est le cas, j'en mange. Voilà. Donc, tu as quand même des envies de sucre, enfin avant tes règles. Moi, j'ai vraiment beaucoup plus faim. Et en fait, j'ai une application où je marque le jour de mes règles. Avant, j'avais vraiment des cycles très anarchiques pendant toute ma vie. Donc, j'avais quand même instauré cette application pour voir où j'en étais. Mais aujourd'hui, depuis le carnivore, bon, c'est pas 28 jours, mais c'est entre 28 et 31 jours. Ouais. Et j'oublie cette application. Et il y a des moments où je me dis, mais purée, t'as faim, tu manges et tout. Et 2-3 jours après, il y a mes règles qui arrivent. C'est sûr, quoi. Mais vraiment, moi, je vois l'augmentation de ma faim. Mais par contre, je pense aussi que je me suis, comme moi, j'ai ce profil abstinent,
je me suis interdit le sucre. Donc moi, Ouais. peut-être que je m'autorise plus de gras, plus à manger, mais comme le sucre, c'est interdit, du coup, je le fais pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui témoignent de Ouais. ça. C'est Ouais. normal. Je pense aussi qu'on a besoin de plus d'énergie. Ouais. Je sais pas pour quelle raison, mais je pense. Ouais. Et donc, ouais, je pense qu'on est nombreuses. Ouais, Dans... ouais, ouais, tout à fait. Parce que tu vois, pendant un an, du coup, je ressentais ces envies, mais comme toi, je me dis non, de toute façon, ça, c'est plus dans le cadre, donc non. Et je mangeais plus, et voilà, je mangeais plus gras, etc. Euh, mais ça a perduré quand même, ces envies-là, au bout d'un an, alors que je pense que j'avais réparé quand même beaucoup, beaucoup de choses déjà dans mon corps. Et donc, je me suis dit, bon, bah écoute, peut-être que cette envie-là, elle a un rôle physiologique avec la montée de la progestérone ou quoi. Eh ben, mangeons les glucides les plus sains possibles. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un glucide sain? Est-ce que ça existe ou pas? Bon, voilà, la question est posée, mais je pense on peut manger, en fait, certaines personnes, en tout cas, qui n'ont pas un passé de troubles du comportement alimentaire vraiment, vraiment voilà, plus extrême et avec une relation très, très compliquée au sucre. Donc, des gens plutôt comme moi qui ont eu, bah, voilà, une relation au sucre un peu compliquée, mais pas extrême, peuvent très bien remanger des glucides au bout d'un certain temps sans que ça les remette complètement dedans, tu vois. Ça dépend vraiment de l'histoire de chacun. Et aujourd'hui, je m'interroge sur, pour des personnes, vraiment dans mon cas, qui n'ont pas ces problèmes majeurs de troubles de comportement alimentaire, je me dis que la flexibilité métabolique est intéressante à vivre aussi. Et j'essaie vraiment de vivre en fonction des saisons, beaucoup, en me disant que du point de vue de l'évolution, c'est logique d'être en cétose profonde en hiver, manger plus gras, manger que des produits animaux, et en hiver, et en été, d'avoir un certain apport de glucides, sachant qu'à l'époque voilà, de la préhistoire, les fruits qu'on pouvait trouver dans la nature, ils n'étaient pas très sucrés. Donc voilà, je ne vais pas me gaver de fruits exotiques, hyper sucrés, machin. Là, c'est la période des fruits rouges. Je peux manger des fruits rouges de temps en temps. Si j'en ai envie, il se trouve que j'en ai rarement envie les 15 premiers jours de mon cycle et un petit peu plus après. Et donc, peut-être que je sors de cétose ou pas, parce que ça reste des fruits rouges, donc bon, un indice glycémique qui est quand même assez bas. Je peux mettre du miel dans un yaourt de temps en temps, même si les produits laitiers, j'en mange pas. Enfin, que ces derniers temps, j'en ai consommé un petit peu plus. Oui, D'ailleurs, j'ai vu passer dans tes assiettes ah ouais, j'ai pas eu mal. j'ai eu une phase de crème machin. En fait, j'ai découvert la crème, mais c'est à cause de Jean-Christophe Ardono et ses assiettes qui baignent dans le gras. Et du coup, j'ai eu une petite addiction à la crème fraîche là, que j'essaie de limiter un petit peu maintenant. Parce que ben, là, ces derniers temps, j'étais quasiment plus capable de manger un morceau de viande sans crème. Et j'ai trouvé que, ben, tu vois, j'avais pris un tout petit peu de ventre, rien de grave, hein, mais cet hiver. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, c'est peut-être que je mange un peu trop de produits laitiers. Donc, depuis 2 jours à peine, hein, j'essaie de diminuer les produits laitiers pour voir un petit peu où ça en est. Mais bon, voilà, pas en phase un peu expérimentale pour voir si je me sens mieux ou pas, ou quoi, en termes d'énergie, voilà. Donc, je ne sais plus C'est pourquoi je toujours. partais. Ben, on parlait de. Ben, en fait, on parlait de. Qu'est-ce que tu. En fait, tu parlais de flexibilité. Oui, flexibilité, ouais. Voilà. Et en fait, ben, ça me fait penser vraiment, je ne sais pas si tu la suis, bon, moi, c'est vraiment mon contenu chouchou, parce que je l'ai connu au début de mon cétogène, c'est Johan Camarata, Super Keto, je regarde toutes ses vidéos, j'adore sa façon Ouais, c'est de, sympa. de monter, tout ça. Ben, en Ouais. fait, elle,
bon, même si je sais qu'elle a eu vraiment des problèmes de troubles du comportement alimentaire dans sa jeunesse, vraiment dans l'hyper-contrôle et tout ça. Mais bon, maintenant, ça fait quand même un bout de temps qu'elle est en cétogène. Et bah, d'ailleurs, je l'entendais, elle a fait une interview avec David de l'Orme Vert où elle disait que elle, vraiment, c'était le cétogène qui lui convenait le mieux. Mais moi, j'ai bingé tous ses contenus. Donc, je sais qu'il y a des moments, comme ce que tu disais, en hiver, elle va plus manger carnivore. Et même, elle va pouvoir aller jusqu'à du low carb un peu par période en été. Parce qu'elle a trouvé sa routine. Ça fait 8 ans qu'elle est dans cette diète-là. Même si, globalement, une grande majorité de l'année, c'est le cétogène qui lui convient le mieux. Et après, bon, il y a aussi des influenceurs comme Stéphanie Persson ou d'autres qui prônent quand même un petit peu de végétaux en condiment pour diversifier quand même la flore. Alors moi, je connais pas bien son contenu parce qu'elle a énormément de vidéos, mais j'échange avec des personnes qui la regardent beaucoup. Et apparemment, elle s'est rendue compte de dysfonctionnement au bout de 5 ans de carnivore, je crois, où après, elle a réintroduit des condiments, des avocats, des petits cornichons, des légumes fermentés, etc. Enfin, mais à toute petite dose. Donc, c'est vrai que... Moi, j'ai envie un peu d'explorer ça. Je commence doucement parce que je pense que j'ai été tellement dans la recherche un peu de la perfection, machin, que c'est un peu difficile aussi de réintégrer un peu plus. C'est un peu peut-être le problème de l'alimentation carnivore, c'est que du coup, après, on a un peu peur de tout le reste. Donc, Oui. voilà, j'essaye de trouver une plus de souplesse et de me dire quand même que globalement, sur la planète, depuis qu'il y a Homo sapiens, la plupart des peuples étaient plutôt omnivores, toujours de la viande, certains plus que d'autres, mais que les végétaux, voilà, manger de manière raisonnable, en sachant les préparer de manière à diminuer leur charge toxique quand on le peut, quand on sait comment le faire, etc. Ils peuvent avoir leur place. Donc des légumes lactofermentés de temps en temps. Pas trop non plus, parce qu'au niveau de l'acidité de l'estomac et tout ça, ça peut aussi poser des problèmes. Mais voilà, de temps en temps, j'en consomme et j'aime bien. Et puis voilà, rajouter un petit peu de fruits rouges de temps en temps, un petit peu de miel. Au niveau des fruits, ouais, j'en ai plus trop envie, donc bon, voilà. À part les fruits rouges, c'est marrant. Les légumes, en fait, je me vois pas me remettre en cuisinier, puisque j'ai vraiment perdu le goût. Donc quand même, j'ai vraiment le goût des produits animaux aujourd'hui et ça me satisfait. Donc je vais pas non plus me forcer à aller acheter j'allais dire des épinards, mais non, pas des épinards, mais des légumes parce que c'est l'été et que donc il y a des légumes qui poussent. Parce qu'en fait, j'en ai plus le goût. Donc j'en ai plus le goût, j'en ai plus le goût. Je vais pas, voilà. Mais par contre, peut-être un petit peu de fruits. Un petit peu, parfois, je mange un petit peu de riz basmati aussi. C'est vrai que j'aime bien si j'ai fait une petite sauce avec la viande, voilà. Mais encore, c'est vraiment en écoutant mon corps, si j'en ai envie, je ne vais pas me forcer. Donc je pense que j'oscille un petit peu en ce moment entre quelques jours où j'ai un certain apport de glucides, où je dois sortir de cétose, et puis le reste du temps, je suis vraisemblablement en cétose. Je mange quand même pas mal de protéines. Je pense que je suis dans un rapport 50-50 protéines gras à peu près. Peut-être un petit peu plus de gras. Voilà, je sais pas exactement parce que je mesure pas, mais finalement je me sens bien. Donc ça c'est le principal, c'est l'énergie que j'ai, comment je me sens, si je suis fatiguée ou pas. Les produits laitiers là ces derniers temps, je pense que j'en ai abusé et c'est vrai que j'ai ressenti un petit peu de fatigue que j'avais pas avant. Donc j'essaie de diminuer, mais je me rends compte que c'est pas facile parce que c'est quand même assez addictif et que je suis retombée dans un peu une addiction, tu vois, de la sauce avec de la crème et du roquefort. Je trouve ça tellement bon que c'est un petit peu difficile pour moi de l'enlever. Mais bon, voilà, ça va se faire.
Et, et j'aimerais bien voir, voilà, si je me sens mieux sans. Euh, Bah, ouais. moi, clairement, je me sens mieux sans, hein. La première année, j'ai mangé peut-être 200, des fois 300 grammes de fromage par jour et je mangeais du fromage au détriment de la viande. Tu vois, c'était vraiment par plaisir. Après, j'ai fait des essais complètement sans fromage. Alors, j'avais l'impression que le fromage ralentissait mon transit, que je me sentais un petit peu moins bien. Mais en fait, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que quand je commence à manger du fromage trop quotidiennement, en fait, ma part de fromage augmente, augmente, augmente au détriment de la viande. Et après, je me sens moins bien. Et il y a beaucoup de personnes, ça reste un sujet brûlant, qui ont beau dire que si on prend du fromage au lait cru, il n'y a pas de souci, c'est pas du tout inflammatoire. Moi, j'ai l'impression que ça me fait quand même peut-être un peu gonfler, mais pas, je dirais pas prendre du poids, mais je me sens peut-être un peu moins bien dans mon corps quand j'en consomme trop au quotidien. Et moi, je me suis mis, alors pour une fois, c'est vraiment la seule modération que j'arrive à tenir en carnis, c'est 2, 3 fois par mois, tu vois. Mais par contre, quand j'en mange, je me fais une grosse omelette avec plein de fromage. Je compte pas le fromage. Moi, j'adore ça, tu vois, le fromage fondu dans l'omelette ou oui, voilà, une sauce roquefort sur une viande. Mais par contre, je mets une piscine de crème et de fromage, mais c'est une Une seule fois. fois. Voilà, c'est ça. Ouais, moi je l'ai trop fait ça. Donc je vais tenter beaucoup moins ça et voir. C'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on teste des choses et puis on s'observe, on regarde comment on vit, puis on trouve son truc à soi, et puis parfois voilà, on repart sur quelque chose d'un peu différent pour je ne sais quelle raison, et puis on revient. Et puis voilà, moi j'essaie vraiment de sortir de la culpabilité aussi. Si un jour j'ai mangé parce que j'étais invitée à un mariage ou quoi, voilà, enfin, je me suis mise à manger des petits fours. Et ben, c'est tout, c'est comme ça. J'ai profité de la fête, d'être avec les autres. On fait la fête en mangeant du sucre, donc voilà, c'est tout. Et puis je me remets après, je suis super contente de me remettre sur les rails. Et mes assiettes carnivores. Franchement, dans la vie, il n'y a rien qui me réjouit plus finalement, tu sais, que de me retrouver devant mon assiette et de me dire: «Ah, mais c'est génial, je vais me faire un bien fou avec cette assiette», et de pas avoir la petite voix qui me dit: «Ouais, c'est bon, mais en fait, c'est pas bien de manger ça, ça va te faire grossir, ça va te faire ci, ça». Je trouve ça tellement jouissif, en fait, de manger en se disant qu'il y a rien dans l'assiette qui nous fait du mal, que justement. Bah, tu sais, je vais te dire un truc, moi j'observe, bon, il y a quand même pas mal de végétariens autour de moi, donc bon, Ouais. je fais quand même l'effort quand je les reçois de faire des options végé. En plus, je suis cuisinière, c'est mon métier. Moi, j'ai travaillé longtemps dans une communauté religieuse où il y avait beaucoup de végétariens. Donc, bon, je connais, hein, je sais cuisiner tout ça, mais ce que j'ai remarqué, c'est que même parfois, j'invite des gens, par exemple des flexis, on va dire, qui me tiennent l'argument de dire: ah, mais non, nous, on mange plus que de la viande le week-end, etc. On modère notre consommation de viande. Et comme moi, je ne mange que de la viande, donc quand je reçois ces gens, bah, du coup, je fais quand même une abondance de viande pour que moi, je puisse manger la quantité qui me va, mais que pour eux aussi, si ça leur fait envie, ils puissent en avoir. Et puis de toute façon, je m'en fiche. Je me dis, même s'ils ne le mangent pas, je le mangerai sur 2, 3 jours. C'est pas perdu. Eh ben, tu me croiras pas, mais les plats sont tout le temps mais torpillés. Alors que à chaque fois, les gens ils me disent non, non, nous on mange plus de viande et tout. Très... Et en fait, ben, je pense que l'homme il est fait quand même pour. Ah Enfin, ouais. enfin moi tous les gens à qui j'ai fait le test, enfin c'était pas un test machiavélique, hein, c'était juste le repas, mais à chaque fois je me fais la même réflexion. Je me dis bah dis donc, pour des gens qui mangent pas de viande, ils ont fait honneur quoi. Tu Ouais, vois. c'est clair. Mais tu vois, moi j'ai rencontré il y a 15 jours quelqu'un qui qui était outré de ma façon de manger. Je sais plus comment on en est venu. Et bon, je lui ai expliqué que bah, moi, non, je mangeais plus de végétaux, je mangeais que des produits animaux. Et qui aurait lui dit: «Ah, tu penses que donner la mort est nécessaire pour se nourrir? On est des êtres humains, on est au-dessus de ça, na bon, et donc je commence à argumenter, pas évident parce que c'était vraiment quelqu'un qui était pas végane, mais enfin,
pas loin et qui prenait en compte le bien-être animal, etc. Ce que je prends en compte aussi, hein, mais différemment. Et en fait, qui, en discutant, s'est rendu compte que, ben, ouais, il était déprimé, il avait des allergies, il y avait plein de choses. Alors je disais, bah, ton système immunitaire, à mon avis, c'est pas très très bien, ce serait peut-être pas mal de... Bon. Et en fait, 2-3 jours après, il m'envoie un message et il me dit: «Oh, je me suis acheté un steak suite à notre discussion et qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de manger du steak!» Et j'étais là: «Bah oui!» Et en fait, il a vécu ça, tu vois? Le fait de s'être privé pendant hyper longtemps d'un truc qui est nécessaire pour lui et le moment où il a fait le pas d'en remanger, parce que je pense que notre discussion l'a quand même interpellé, heu, il a son corps a kiffé, quoi. Et ça, je pense que dans l'autre sens, ça marche pas dans l'autre sens. On peut apprécier de manger, voilà, beaucoup de légumes et de fruits et cetera quand on sort d'une alimentation qui était très riche en produits industriels et cetera, parce qu'on se met à manger des aliments qui sont quand même plus sains parce qu'ils sont pas transformés et cetera. Mais la satisfaction d'être nourri en profondeur, vraiment, on l'a que quand on mange un morceau de viande grasse, viande grasse. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand moi j'ai beaucoup de mal, je sais pas toi, alors que c'était des viandes que j'aimais bien, mais manger genre une escalope de veau ou une poitrine de poulet, une escalope de poulet, mais je trouve ça mais tellement sec, j'ai beaucoup de peine à en manger. Et même, j'adorais par exemple les fruits de mer. Et je trouve ça sec, je trouve ça maigre. Alors, les Saint-Jacques, encore, ça passe parce que je les fais cuire dans une tonne de ghee et après, je mange un morceau de beurre dessus et je trouve ça vraiment très bon. Ça reste un peu le sel crustacé. Mais je trouve que quand on s'est réhabitué à manger des viandes grasses, c'est Ouais, tellement dur de remanger maigre. oui, Euh, c'est donc, vrai. c'est vraiment que ça nourrit. En tout cas, est-ce que je suis arrivée à la fin des questions parce que j'ai une petite question bonus qu'une abonnée m'a posée et que j'aurais bien aimé poser, mais j'ai pas vraiment réussi à la caser parce que ça n'a pas de sens vraiment là dans cette interview. C'était concernant la chute des cheveux en Ah, carnivore, en keto. Alors, elle me demandait, bon, on va faire pour te faire plaisir, la petite question bonus. OK. Si tu l'avais expérimenté ou si toi tu l'avais expérimenté, donc moi j'ai pas du tout eu de perte de cheveux, jamais, ni en keto, ni en carni. Ah, Et je pense justement, ben, ça peut faire un peu le pont. Je pense que ça peut arriver, par exemple, eh ben, quand le corps, alors tu me diras, toi, ton avis, mais il subit une crise énergétique, ben, si on fait un high protéiné, low fat et low glucide, quoi, low carb. ouais, C'est-à-dire que c'est le seul cas un où il y a temps, peu quoi. d'énergie. Il y a ni glucides et il y a ni lipides. Ah ouais, Là, non. je pense que... Après, il y a peut-être d'autres raisons, je sais pas. Peut-être que toi, tu penses à d'autres pistes quand on perd ses cheveux. Oui, oui, s'il y a un problème au niveau, apport de nourriture, enfin de carburant, quoi. S'il y a pas de glucides ou s'il y a pas de gras, ça fonctionne pas. Les protéines toutes seules, ça marche pas. Donc effectivement, ça peut arriver. Là, il y a du coup un gros problème au niveau du métabolisme. Et puis, quand on mange pas assez, hein, je crois que c'est souvent le cas pour les femmes, même quand elles passent en carnivore, du coup, elles ont souvent tendance à pas manger suffisamment. Parce qu'on est habitué à se faire des petites assiettes et des petites portions de viande, parce que quand même, il faut pas trop manger. Donc la restriction calorique, pour les femmes, c'est quand même quelque chose qui m'a vachement marqué. Et en fait, en carnivore, on mange beaucoup. En fait, hein. Enfin, je veux dire, manger 600 grammes de produits animaux par jour, c'est beaucoup par rapport à une alimentation normale où on nous dit qu'il ne faut pas manger plus de 500 grammes par semaine, je veux dire. Oui. Donc, quand on se retrouve avec 3 fois par jour une belle portion de viande dans son assiette, on se dit: «Mais je mange trop, au secours, mon cholestérol, si, je vais grossir parce que je mange trop». Donc il y a pas mal de femmes qui, au début, mangent pas assez et si ça s'installe dans la durée, ça peut aussi entraîner, des Donc, problèmes au niveau de la thyroïde et donc perte de cheveux. voilà, les deux pistes, ce serait soit une hypocalorie
ou Ouais, soit un déficit énergétique, ouais, trop de gras, vu qu'en carnivore, on n'a pas ou très peu de glucides. ouais. Je ne connais pas non plus le contexte de la personne qui m'a posé la question, mais Mm. donc voilà, à Perrine ni à moi, on ne s'est pas senti concerné par le sujet de la perte des cheveux, on l'a pas vécu en tout cas, mais Mm. voilà, la piste à explorer, c'est est-ce que tu manges assez et est-ce que tu manges assez de gras, C'est peut-être ça. contrôler ça. Ouais, Voilà. ouais. Et Et après, Albert, ça oui, peut être pardon. aussi, je pense que ça peut être aussi lié au stress. Ça peut dépendre de la pratique sportive aussi, si on est, si on a finalement un métabolisme déréglé à cause d'un stress trop élevé. Moi, j'ai en ce moment une femme que j'accompagne qui fait des marathons. Et, euh, et c'est très très compliqué pour elle physiquement. Alors elle perd pas ses cheveux, en tout cas elle m'en a pas parlé, mais en tout cas physiquement elle est complètement déréglée et elle a du mal avec l'alimentation carnivore. En tout cas elle a toujours énormément, elle a toujours beaucoup, peut-être pas énormément, moins qu'avant quand même. Elle a encore les fringales pour revenir aux troubles du comportement alimentaire. Mais là, clairement, c'est parce que elle a une pratique sportive qu'elle pratique depuis plus de 10 ans, hein, à courir un marathon par semaine, quoi. Vraiment, hein, c'est énorme. Et son corps est complètement perturbé. Elle est surentraînée, les surrénales dans les chaussettes. Ah, complètement, complètement. Et du coup, c'est compliqué parce que ça dérègle aussi la leptine, ça dérègle plein de choses en fait. Et elle a faim, elle a faim, elle n'a pas faim, elle ne sait pas quand elle doit manger, elle a des envies de sucre tous les jours à la même heure. Et, euh, et c'est compliqué. Tant qu'elle n'arrête pas cette pratique, il y a des choses qui ne pourront pas se remettre en place, même, enfin, voilà, même si elle mange carnivore en fait. Après, on a abordé le sujet aussi pas mal avec Raphaël parce il se sentait pas hyper concerné par les troubles du comportement alimentaire, mais par Mm. contre par les conduites addictives. Lui, dans l'addiction aux jeux vidéo ou même on a parlé de l'addiction au café. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que quand on souffre de troubles du comportement, on a quand même tendance à multiplier les addictions pour quelque part diluer son addiction à la nourriture comme du sirop dans l'eau et la minimiser. On a à la fois parfois le sport, les Mm. achats compulsifs, la nourriture, il y a un petit peu de tout, mais si on Ouais. enlève les achats et le sport, il reste plus que l'alimentation comme béquille et ça peut être beaucoup trop difficile à gérer pour certaines personnes. Mm, mm, mm. Ouais, tu vois, ça c'est marrant, c'est quelque chose que j'ai remarqué pour moi. C'est que, en fait, il y a la question de la dopamine qui est intéressante, hein. C'est que manger quelque chose de très sucré, ça fait un shoot de dopamine qui nous fait un bien fou après, voilà. Mais de manière excessive. Et bah, quand on fait du shopping, c'est la même chose. Quand on joue aux jeux vidéo et qu'on gagne tout le temps des trucs, des récompenses, des machins, des trophées et tout, pareil. Quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on a des likes tout le temps et machin, et des gens qui sont contents et qui aiment notre contenu et tout ça, pareil, dopamine, dopamine, dopamine. Quand, je sais pas, quand on est sur les applis de rencontres et qu'on a plein de mecs qui nous font like et tout ça, bah, pareil. Et en fait, ce qu'on a éliminé dans l'alimentation, eh ben, on le retrouve ailleurs en fait. Donc on a à gérer ça aussi. Et moi, je sais qu'avec les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. Bah, parce que je me mets en avant sur les réseaux et tout ça, donc ben oui, ça booste l'ego et j'ai des shoots comme ça de dopamine excessif. Donc ça, c'est un truc sur lequel j'ai besoin de travailler aujourd'hui parce que je sens que ça a un impact négatif sur moi, même au niveau de ma motivation, tu vois, que ça impacte ça parce que je suis dans la recherche de la gratification facile, rapide et toutes les tâches qui demandent plus d'investissement et qui demandent des choses un petit peu douloureuses, j'ai plus de mal à les faire. Mon cerveau me dit, mais attends, tu peux avoir des trucs qui font vachement bien hyper facilement, pourquoi tu t'embêtes avec ça? C'est pareil avec le sucre finalement.
c'est la facilité, et le cerveau le recherche. J'ai éliminé le sucre, mais en fait, par mon activité, je suis retombée peut-être aussi dans une addiction comme ça, avec laquelle il faut que je travaille. Et donc oui, on a des profils, je pense qu'on est tous très, 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 très vulnérables par rapport à ça. Et donc la manière pour moi, et ce que je fais aussi avec avec les femmes que j'accompagne, c'est que la clé, je crois, pour s'en sortir, c'est d'accepter l'inconfort, quoi. C'est de réguler la production de dopamine en se mettant dans des situations d'inconfort, en acceptant l'inconfort, de manière à ce que, au bout d'un moment, le cerveau se mette à produire de manière progressive et régulée suffisamment de dopamine pour être bien. C'est ce qui se passe dans le sport. C'est inconfortable, on se fait mal, etc. Et au bout d'un moment, le corps dit eh, c'est bon, ça suffit, là, la souffrance, shoot de dopamine, endorphine, mais shoot pas aussi élevé que quand je mange tout de suite un gros paquet de cookies. Tu vois, ça se fait de manière plus progressive et régulée, en fait. Pareil quand je prends une douche froide. Pareil quand finalement je suis dans un état émotionnel désagréable et que je le laisse me traverser. Pareil quand je me pose avec moi, comment je suis maintenant, pour méditer et, et accepter les sensations désagréables de mon corps sans avoir envie de travailler dessus, mais juste être en contact avec elles. Au bout d'un moment, le cerveau, qui a été dans l'inconfort un certain temps, va produire la dopamine qu'il faut pour que ça devienne supportable. Mais pas excessivement comme quand je suis sur les réseaux ou quand je mange des M&M's ou que je fais du shopping et que j'achète n'importe quoi pour avoir ce shoot-là qui nous fait beaucoup, beaucoup de mal. Donc là aussi, la question du confort-inconfort, elle est intéressante à travailler. C'est vraiment quelque chose que j'aborde aussi dans mon accompagnement. Amener un peu d'inconfort dans sa vie pour trouver en fait. C'est un petit peu aussi ça me fait penser, alors je sais pas si tu connais à Vipassana, ça te parle ou pas? Non, ça me dit rien ça. C'est des retraites de méditation silencieuse pendant 15 jours. Alors, je crois qu'il y en a régulièrement en région parisienne. Et en fait, on expérimente. Alors, je n'ai jamais participé, hein, mais avant, j'avais un magasin bio et il y avait des clients qui y allaient régulièrement. Et donc, pendant 15 jours, on n'a pas de téléphone et il y a 12 heures, je crois, de méditation par jour. C'est assez énorme. Mais Ouais. par contre, on fait l'expérience de exactement ce que tu décris, c'est l'impermanence des choses. C'est-à-dire que le bonheur absolu, le nirvana, la joie ne dure pas, comme la douleur absolue ne dure pas. On va passer de l'un à l'autre tout au long de notre vie. Donc en fait, voilà, même cet état hyper jouissif va pas durer. On va repasser dans quelque chose de plus sombre. Et voilà, on expérimente ça. Et c'est vrai que ça peut aider quand on est dans des situations compliquées de se dire ça ne va pas durer tout le temps. Mais ça peut aussi aider quand on est dans des situations trop extasiantes ou euphorisantes de se dire non, non, faut pas que ça dure tout le temps non plus. C'est pas fait pour ça, quoi. Ouais. Tout à fait. C'est intéressant. Et la méditation, là aussi, tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. J'ai une espèce je lutte un petit peu parce que je sens que mon corps a juste pas envie, enfin mon corps, mon cerveau, hein, pas envie de se poser avec, voilà, c'est quelque chose je sens qu'il y a une résistance et en même temps, je suis persuadée que c'est un des outils qu'il faut que j'incorpore, dont j'ai besoin pour justement calmer voilà, ces excès voilà. Et notamment tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, voilà, hein, l'activité sur les réseaux me plaît beaucoup, mais Bah, en fait, tu réponds à la dernière question, je pense. Est-ce qu'il te reste des choses à améliorer? Bah oui, petite détox digitale.
Voilà, la détox digitale, ça c'est clair. Voilà, là je me force depuis quelque temps à pas avoir mon téléphone sur ma table de nuit, mais de le mettre dans la salle de bain, tu vois. Et puis j'ai acheté un réveil, un vrai réveil à l'ancienne avec des piles. Parce que le téléphone à côté de moi, si je suis sur voilà, je scrolle sur mon téléphone jusqu'à éteindre la lumière et dormir, et c'est la première chose que je fais au réveil. Et ça, c'est terrible. Parce qu'avant, je me réveillais, j'avais qu'une envie, c'était de me lever avec cette espèce d'énergie et tout ça, de ça y est, j'adore le matin, etc. Et là, pendant toute une phase, c'était, je suis dans mon lit, j'ai pas envie de me lever, et voilà, hop les réseaux, et hop les réactions à mes trucs, mes machins. C'est pas sain du tout. Donc moi j'ai un travail à faire là-dessus que j'ai commencé et qui suit son cours, mais j'en suis consciente. Et donc je pense que ça va bien se passer. Mais j'ai le même Mais problème que toi, hein, je te rassure, je pense qu'on est nombreux, nombreuses et nombreux. J'échange pas mal avec des personnes aussi qui sont dans ce cas-là. ouais, Et oui, à un moment donné, il faut ben voilà, se mettre des limites. Moi, je suis pareil hein, avec le téléphone, ne pas l'utiliser avant telle heure, ouais. etc. Bah, Parce c'est les mêmes limites qu'on se met avec la nourriture finalement. Il y a des choses saines et des choses moins saines. Et le téléphone, on peut arriver à l'utiliser sainement. Mais il faut se mettre un cadre. Et c'est vrai que je pense que j'ai eu tendance aussi à me dire que je m'étais mis un cadre, beaucoup de cadres finalement. Voilà, j'essaie d'avoir une certaine souplesse aujourd'hui avec ça, mais mine de rien, mon cerveau, il est allé chercher ailleurs peut-être ce qu'il vivait avant avec la oui, nourriture. mais oui, c'est certainement. Moi, je le vois vraiment comme ça. Hein. Ouais, voilà. Donc tout ça, c'est pas simple. Et je pense, simple pour personne. Et en même temps, je me dis, avec les réseaux sociaux, si en plus de ça, j'avais une alimentation riche en sucre, mais ce serait la cata en fait. Ah oui. Ce serait la catastrophe. Parce que je serais dans la recherche de l'excitation et de la gratification rapide tout le temps. Et j'aurais besoin de me jeter sur, euh, Oui, sur le sur la nourriture, sans Ouais, doute. ouais. Donc là, déjà, ça me fait j'ai déjà quelque chose d'apaisé à ce niveau-là. À moi maintenant de trouver comment gérer le reste. Mais Oui, moi, je me mets pas trop la pression sur ça parce que j'ai déjà tellement de gratitude pour en être où j'en suis aujourd'hui que je me dis, bon, même s'il reste encore un peu le ouais. téléphone, voilà. Mm. Et puis, je sais que là, je vais rentrer dans une période d'activité professionnelle super intense. Donc, voilà, je vais forcément lâcher mon téléphone parce que je vais travailler Mm. 14 heures par jour. C'est Voilà. ça. Mais moi, tu vois, ce qui est difficile pour moi en ce moment, c'est que je sens que vraiment ça a un impact sur ma motivation. Que j'ai plein de projets, plein d'envies, et qu'en même temps, j'ai une résistance là parce qu'il y a un dérèglement au niveau de la dopamine. Et il faut vraiment que je travaille ça. Ok. Voilà. Eh bien, on suivra tes progrès si tu veux bien les partager. Oui. Et eh bien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter comme mot de la fin ou pas? Ben écoute, je sais pas, dire simplement que il faut pas, enfin il faut pas, déjà il faut, c'est une injonction, mais ne pas avoir peur de tester les choses quoi, de tester ce mode de vie, qui peut paraître extrême, mais qui ne l'est pas du tout du point de vue de l'histoire humaine et de la biologie, de la physiologie humaine. Et tester et pas avoir, et voilà, tester, voir l'impact que ça a sur soi, essayer de faire abstraction de ce que les uns et les autres peuvent dire, des critiques. Juste, tester, il y a aucun danger à tester et et ça permet quand même de rendre la vie, plus facile, dans sa relation avec l'alimentation, clairement.
Eh ben, merci Perrine d'avoir échangé avec moi autour de cette question des troubles du comportement alimentaire. Pour les spectateurs, si vous voulez retrouver Perrine, eh ben, vous retrouverez, comme je vous ai dit au début de vidéo, tous les liens vers le contenu de Perrine. Pour te contacter, c'est par Instagram ou Facebook, j'imagine. Ouais. Les deux sont possibles. Ouais. Donc, je vous remets les liens vers son contenu et voilà, vous pouvez la contacter. Elle sera ravie de vous accepter dans le groupe des Sapiens 7, dont je fais partie aussi. Ouais, avec Et plaisir. voilà, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et Perrine, on se retrouve pour quelques minutes en off. Et voilà, à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.